Perdu. Perdu. La guerre était perdue. Et ça, Adolf Hitler, terré dans son bunker, il le savait. Les soviétiques sont entrés dans Berlin. Et à l'ouest, les alliés arrivent. Comment l'Allemagne a pu être battue? Pourtant Hitler, il était convaincu de la réussite de ses armes miracles. Les roquettes V2, elles étaient censées faire changer le cours de la guerre. Pourtant, il en était sûr. Avec un peu plus de temps, cette technologie, elle aurait pu tout changer. Malheureusement, il n'aura pas le temps de voir ce que ça va donner dans le futur. Hitler, il a décidé d'avoir un autre destin. Et vous le connaissez. Quelques semaines plus tard, les Alliés, ils vont saisir les recherches allemandes. Des recherches sur ce système de tir balistique à très longue distance. Et les Alliés, ils vont utiliser ces recherches pour créer de leur propre côté des usages bien différents. Ils se sont rapidement rendus compte que ces technologies, elles pourraient permettre à l'humanité d'atteindre des sommets qu'elle n'a jamais atteints. Il va donc y avoir une compétition pour savoir qui seront les premiers à atteindre les étoiles. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant la guerre, les scientifiques allemands ils travaillaient déjà sur ces missiles, qui à la base n'étaient qu'un système de fusée. Mais le parti nazi allemand, conscient que la guerre approchait, va décider d'utiliser ces avancées scientifiques dans son propre intérêt, un intérêt militaire. Et c'est comme ça que pendant la Seconde Guerre mondiale, les fameux missiles V1 et V2 vont faire leur apparition. Des missiles révolutionnaires pour l'époque, basés sur le système de lancement de fusées. Mais les Allemands ils vont vite être confrontés à un problème. Ces missiles sont extrêmement chers à produire. Et l'Allemagne, déjà dans une situation difficile en 1944, n'aura jamais le temps d'aboutir à quelque chose d'intéressant. Mais ils auront quand même utilisé ces missiles jusqu'au bout de la guerre. En septembre 1945, la guerre est terminée, avec une conclusion qu'on connaît. Mais en réalité, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début d'une autre, une guerre un peu plus froide. Les États-Unis et l'URSS vont s'imposer comme les deux superpuissances d'après-guerre. Mais ces deux superpuissances, tout les oppose. Les États-Unis capitalistes et les soviétiques communistes. Et après la guerre, les deux pays se sont partagés le monde, avec à l'est l'influence soviétique et à l'ouest l'influence américaine. Mais les relations entre les deux, elles vont rapidement évoluer et pas de la bonne manière. Winston Churchill, il va dire qu'entre les deux mondes, un rideau de fer est tombé. Et en 1947, le président Truman va énoncer sa doctrine. Il faut tout faire pour empêcher la propagation du communisme. Les soviétiques, eux, ils vont vouloir étendre le communisme au maximum dans le monde. Et donc voilà comment va commencer la guerre froide. Cette guerre, elle est froide, parce que les deux pays peuvent pas s'attaquer. Les États-Unis, ils ont vaincu les Japonais en 1945 grâce aux bombes atomiques. Et les Soviétiques, eux, ont fait leurs propres bombes quelques années plus tard. Donc si une guerre directe approche entre les deux, l'issue elle serait simple. La destruction mutuelle assurée. Au début de la guerre froide, le concept il est simple. On va essayer de faire le plus de missiles possible par rapport à l'autre. C'est ce qu'on va appeler la course aux armes nucléaires. Et pour créer des missiles plus performants et qui vont plus loin, ils vont utiliser, je vous le laisse deviner, les travaux des scientifiques allemands. Les soviétiques, ils ont saisi les travaux des Allemands et des scientifiques pour les faire travailler pour eux. Et les Américains, ils vont faire la même chose. Mais eux, ils ont une prise un petit peu plus précieuse que les autres. Cette prise, c'est le scientifique Werner von Braun, qui était un des chefs du projet de missile allemand. Ils vont donc le ramener aux États-Unis pour le faire travailler pour eux. Grâce aux travaux des scientifiques allemands, ils vont pouvoir créer des missiles qui vont pouvoir frapper directement le territoire ennemi. Et ce, très rapidement. Mais à cause de cette garantie de destruction mutuelle, une confrontation entre les deux pays, elle est peu probable. Et donc, l'URSS et les États-Unis vont devoir s'affronter de manière différente. Et c'est ce qu'ils vont faire. Sous plein d'aspects, ils vont essayer de montrer leur supériorité. Et un aspect en particulier, ça va être la compétition technologique. Radar, aviation, marine de guerre, protection, tout y passe. Le monde ne doit surtout pas voir que l'autre nous a dépassés, et ce, sur n'importe quel des aspects. Et le 2 août 1955, les États-Unis ils déclarent qu'ils vont envoyer un corps dans l'espace. Les Soviétiques, 4 jours plus tard, ils disent qu'ils vont faire la même chose. Et c'est le début de la course à l'espace. Les deux camps vont alors s'atteler à réussir cette tâche impossible. Découvrir et explorer les étoiles. Un défi technologique sans précédent qui, c'est sûr et certain, choquera le monde. Alors il le faut, on doit absolument réussir les premiers. Le but, montrer sa supériorité technologique. Aux États-Unis, c'est la marine américaine qui va s'occuper du projet. Et chez les soviétiques, une équipe de scientifiques dirigée par Sergueï Korolev, qui lui, travaille depuis des années sur un système de lancement de fusées. Et enfin, il en avait l'occasion. Il avait réussi à convaincre ses dirigeants et il avait l'occasion d'essayer ses lanceurs. Mais des deux côtés, il y a trop d'échecs.
Des fuites de carburant, des allumages tardifs ou prématurés du moteur, mauvais calcul de trajectoire, vibration de fusée. Non, il y a beaucoup trop d'erreurs. Malheureusement, on en est encore loin de l'objectif, pouvoir envoyer un satellite autour de la Terre. Et pourtant, en 1957, le monde allait être témoin d'un énorme choc qui allait lancer une nouvelle ère. Plus que quelques secondes avant le lancement. Le stress montait, mais Korolev, il en était sûr. Il travaille sur ses échecs depuis des mois et des mois. Alors cette fois-ci, ce sera différent. À 19h28, les moteurs s'allument et le lanceur se met en marche. Le lanceur, portant avec lui le satellite Sputnik 1, s'apprête à rejoindre l'orbite terrestre. Sputnik 1, c'est cette sphère en aluminium qui va être le premier satellite artificiel à atteindre l'orbite terrestre. Le monde, mais surtout les États-Unis, sont sous le choc. Comment les soviétiques peuvent avoir autant d'avance? Et on est hors de question, les États-Unis ne peuvent pas rester derrière. Suite à ce choc, les États-Unis, eux, vont réussir à envoyer leur premier satellite aussi. Et un petit peu plus tard, ils vont créer, pour rattraper leur retard, la NASA. Avec un des piliers de cette institution, qui deviendra plus tard le chef, le nazi Wernher von Braun. Les soviétiques, étonnés de l'écho qu'a eu leur réussite, ils vont mettre leur programme spatial au centre de la propagande du régime. Et la réussite spatiale, ça devient un des points centraux de la guerre froide. Cette course à l'espace, elle va donc s'intensifier énormément. L'année suivante, en 1958, on a 28 lancements qui ont été faits par les deux. Et malheureusement pour les États-Unis, dans les années qui suivent, les soviétiques, ils vont conserver leur avance. Ils vont réussir beaucoup de missions importantes, dont 2 qui vont avoir un très gros effet sur l'opinion publique et sur la propagande du régime. La première mission, c'est Sputnik 2, qui survient seulement quelques semaines après Sputnik 1 et qui vise à envoyer la chienne Laika en orbite autour de la planète. Et ils vont y arriver. Ça va être le premier être vivant en orbite autour de la Terre. Et la deuxième mission, qui aura un impact encore plus gros, c'est la mission Vostok 1, qui va être témoin du premier vol spatial habité par un humain, en avril 1961. Cet humain, c'est Yuri Gagarin, qui sera donc le premier être humain dans l'espace. Et ce Yuri, ça va devenir un véritable héros national, et une icône de la propagande soviétique. Les soviétiques ont alors réussi un nouvel exploit, en formant le premier cosmonaute de l'histoire. Au total, il aura passé plus d'1 heure et demie en orbite autour de la planète, et il est rentré sur Terre, en vie. Alors voilà, deuxième choc pour les Américains. Les Soviétiques, ils sont alors vraiment en avance. Mais ça, les Soviétiques en avance, pour un président américain en particulier, c'est inacceptable. Il va donc y avoir une petite évolution dans cette course à l'espace. Le mois dernier, les Soviétiques, ils ont envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. Et ça, c'est inacceptable. C'est pourquoi politiciens et journalistes se pressent pour écouter le discours du président John F. Kennedy, qui a été élu parce qu'on voulait un président violent avec le communisme et implacable. Et au matin du 25 mai, son discours va commencer. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Ça y est, l'objectif est clair maintenant. La Lune. La Lune et rien d'autre. Scientifiques soviétiques à Baïkonour, la NASA, Wernher von Braun, tous vont s'activer pour cet objectif. Et tous les moyens sont bons. Des milliards et des milliards vont être injectés dans ces projets. Des opérations d'espionnage et de sabotage vont avoir lieu. Mais le message du président américain était clair. Les États-Unis, avec sa mission Apollo, devraient envoyer des hommes sur la Lune. Et ce, avant la fin des années 60. Cette course à l'espace, c'est un marathon acharné. Et tous les 3 mois, on va avoir une nouvelle prouesse faite par l'un des deux camps. Première plante et animaux à revenir vivants d'un séjour dans l'espace. Premier observatoire solaire orbital. Premier satellite de communication. La première femme dans l'espace. Le premier survol de Vénus, planète si lointaine. Le premier atterrissage sur la Lune. La première sortie extravéhiculaire. Comment un homme peut sortir dans le vide spatial? C'est dans cette course qu'on a réussi à trouver comment. Bref. Cette course, qui a quand même des motifs politiques, va servir énormément à la science et à la technologie. Mais à la fin des années 60, tout le monde le sait, le véritable objectif, c'est la Lune. La Lune et rien d'autre. Mais comment cet objectif semble tellement impossible? Des centaines de scientifiques et ingénieurs vont tout faire, tout mettre en œuvre pour trouver différentes techniques, pour améliorer ce qu'on sait déjà. Et au travers des missions Apollo, la NASA, elle va gagner de plus en plus de techniques. On a déjà trop été humiliés par les soviétiques. Il faut réussir. Et ce, avant la fin des années 60. Et le défi, il est de taille. Les Américains, ils doivent tout bonnement créer un lanceur
100 fois plus gros que ceux qu'ils utilisent jusque-là. Cette fois-ci, le but, c'est pas d'aller en orbite terrestre, mais bel et bien de la quitter. Et en plus, de rejoindre la Lune. Concrètement, ils doivent envoyer une fusée en orbite assez puissante pour la dépasser, puis réussir ensuite à conduire un module jusqu'à la Lune, et enfin, de ramener ce module jusqu'à la planète Terre. Les progrès à faire, ils sont alors immenses. La NASA, pour le succès de l'émission Apollo, ils doivent maîtriser les techniques de localisation, de manœuvre et de rendez-vous spatial. Ils doivent mettre au point des techniques permettant de travailler dans l'espace au cours de sorties extravéhiculaires. Et aussi étudier, ça fait quoi d'être en apesanteur? Le président Kennedy, il a peut-être été un peu trop aveuglé par le contexte de la guerre froide. Et peut-être que sa mission était un petit peu trop ambitieuse. Le monde est une nouvelle fois choqué. Les États-Unis, ils ont annoncé que aujourd'hui, ils faisaient décoller leur mission Apollo 11, qui visait à envoyer 3 astronautes sur la Lune. Ils sont donc déjà prêts? Apparemment, ils l'étaient. Ils ont passé des années à travailler des techniques nécessaires et à former des astronautes. L'équipage, composé de Buzz Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong, allait bientôt fouler le sol lunaire. Et ce, grâce au lanceur Saturn V, la dernière fusée créée par le scientifique Wernher von Braun, qui est tout bonnement la plus grande fusée jamais créée. Les 3 astronautes américains vont donc monter dans la fusée, s'installer et vont se préparer à marquer l'histoire. Le 16 juillet, le lanceur qui contient le module spatial s'envole. Au bout de quelques minutes, il atteint avec succès l'espace. Ça y est, la fusée Saturn V a atteint l'orbite terrestre. Et maintenant, il faut la quitter. Alors après avoir fait quelques tours de la Terre en orbite, les astronautes rallument les moteurs de la fusée et se servent de l'attraction terrestre pour se propulser en direction de la Lune. Et c'est un succès. Les astronautes se dirigent maintenant vers la Lune et ils vont l'atteindre d'ici quelques jours. Une fois en orbite autour de la Lune, c'est Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui vont descendre à bord de leur module. À cet instant, la moindre erreur peut être fatale, et donc signifier la mort des 3 astronautes. Et par extension, une petite humiliation dans cette guerre froide. Alors qu'ils descendent en direction de la Lune, de nombreux voyants s'activent. Des alarmes sonnent de partout, mais les 2 astronautes sont déterminés à aller au bout. Et finalement, au bout de quelques minutes, ils vont réussir à atteindre le sol lunaire. Après s'être préparés pendant de longues heures, Neil Armstrong et Buzz Aldrin s'apprêtent à sortir de leur module. Neil Armstrong, il ouvre alors doucement l'écoutille qui permet de sortir. Il saisit fermement l'échelle et aidé par Buzz Aldrin, il commence à descendre. Arrivé au bout de l'échelle, il décide de sauter directement sur la Lune. Et ça y est, l'homme était sur la Lune. Et cet événement, il est suivi par des centaines de millions de téléspectateurs sur Terre. Et tout le monde le voit, Les États-Unis, plus qu'avoir pris une avance, ils s'imposent maintenant comme les leaders de cette course à l'espace. Et le monde est abasourdi par cette prouesse. La NASA a alors réussi sa prouesse technologique et scientifique. Après leur mission, les 2 astronautes vont remonter dans leur module et retrouver Michael Collins qui était toujours en orbite autour de la Lune. Et ils vont entamer leur voyage retour en direction de la Terre. Et ils vont rentrer, sains et saufs. Kennedy, qui a malheureusement été assassiné plusieurs années avant, n'a pas pu voir que sa promesse, elle a été réalisée. Et c'est à partir de cet événement qu'on va commencer à rentrer dans la fin de la course à l'espace. Aucun des 2 pays ne pourra jamais rien faire d'aussi gros. Et en plus, ils sont un petit peu en train de se ruiner avec cette course à l'espace. Alors malgré le fait qu'elle va continuer encore quelques années, en 1975, les 2 pays vont décider de se mettre d'accord et de plutôt adopter une stratégie de coopération internationale. Alors voilà comment les missions Apollo, elles ont marqué la fin de la course à l'espace. Pour autant, c'était pas encore la fin de la guerre froide, qui elle va continuer encore pendant quelques années. Et le budget pour l'espace, lui, a été énormément réduit pour les 2 pays, étant donné qu'il n'y avait plus de compétition entre les 2. Mais le progrès scientifique, il s'est pas arrêté. Et jusqu'à nos jours, on continue à découvrir et explorer. Et la NASA ou d'autres ont des projets pour repousser la limite de l'homme. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Putain, ça fait longtemps. Bon alors, vous l'avez kiffé ou pas cette petite vidéo un petit peu différente? J'ai tenté quelque chose, je me suis dit que voilà, j'allais créer un autre concept. J'allais prendre mon courage comme ça, je le mets dans mon sac à dos et j'y vais. J'ose. Et voilà, ça a donné ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ou si ça vous a pas plu aussi, si ça pue sa mère, vous me le dites. Ah non, c'était claqué, mais c'était naze. Dites-le moi, n'hésitez pas. Bon voilà, merci à vous en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et tout ça, encore une fois, je vais le répéter, mais tout ça c'est grâce à vous. Tout ça c'est grâce à vous et je sais pas comment vous le rendre. Vous voulez des sous, c'est ça que vous voulez? Enfin bref, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo qui sera encore mieux, évidemment. Vous avez vu qu'en ce moment je charbonne? Ah ouais, bah ouais, normal. Donc nouvelle vidéo bientôt, bien sûr. À la prochaine fois. Et voilà, merci à vous encore une fois. Je vous aime, vous êtes des goats.